appliqué et dans lequel on éclaircira les derniers points obscurs s'il y en a. Et dans la continuité, je vous ferai une préparation parce que généralement, il y a des sujets d'examen qui nous sont demandés et au moins, ça vous fera une préparation à nos thèmes qu'on donne chaque année, ce qui vous fera une petite, voilà, petit examen blanc. Hop, voilà. Je laisse rentrer les derniers participants et on pourra bientôt commencer. Voilà. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On attend encore un peu. Voilà. Apparemment, vous êtes assez nombreux d'après ce que je vois. On va rentrer chez eux. Oui, ben, il n'y a pas de souci. Cécile, s'ils prennent, de toute manière, je ferai un enregistrement de la session et s'ils prennent en cours, ils pourront toujours revoir et puis s'ils ont des questions à me poser, ils auront la possibilité d'interagir, hein. Il n'y a pas de souci, hein. S'ils sont un peu en retard, pas de problème. Hop, tac. Donc là, nous attendons. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde qui arrive, mais bon. Donc, bienvenue à tous. Voilà. Concernant donc les chapitres qu'on va voir aujourd'hui, vous savez qu'en électronique appliquée, il y avait plusieurs chapitres. Là, on va voir les 4 qui me sont attribués. C'est le 1, 2, 3, 4. Donc, évolution des aides auditives, structure des aides auditives, avec bien sûr les facteurs de communication, l'alimentation et une petite ébauche sur la chaîne de mesure. Voilà, ça sera les chapitres que nous verrons aujourd'hui. Le reste sera vu avec mon collègue lors d'une deuxième session. Voilà, hop, je laisse rentrer les dernières personnes qui sont... Voilà, je crois que pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Ah si, encore du monde qui arrive. Et puis nous commencerons. De toute manière, je vais essayer de ne pas prendre de retard. Donc j'accepterai les inscriptions au fur et à mesure que les gens arrivent, hein, parce que là, on est déjà pas mal. Voilà, encore une personne. Voilà. Hop, je laisse rentrer les derniers participants. Encore une. Vous êtes sacrément nombreux sur Montpellier, apparemment. Voilà. Allez, hop. Alors là, je pense qu'il faut monter les microphones directement et je vais faire. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du... Anthony, voilà, merci pour les micros. Voilà, vous pourrez intervenir en audio sans problème, hein, mais pensez bien après à fermer pour que ça ne fasse pas un mélange avec les autres participants, hein. Merci pour votre compréhension. Voilà, on va attaquer. Puis comme je vous ai dit, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, je les introduirai. Voilà. Alors, concernant donc les chapitres que l'on va voir, s'il y a déjà des questions, bien sûr, n'hésitez pas, bien sûr, à les poser. On va commencer par le premier chapitre qui est l'évolution des aides auditives modernes jusqu'à, bien sûr, les aides auditives qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc, sachez qu'à l'heure actuelle, tous les fabricants ont à peu près le même type de conception. C'est qu'ils ont basé leur fabrication d'aides auditives sur une technologie qu'on appelle la technologie des, vous pouvez me rappeler parce que c'est souvent une question de cours, hein, les aides auditives, les puces sont basées sur quel type de conception? Est-ce que quelqu'un le sait? Oui, ce sont des puces hybrides. Ce sont des...
Hop. Est-ce que la technologie des plateformes vous parle, les plateformes numériques? Est-ce que ça vous parle? Si oui, quel est son concept? Donc, on a une technologie de fabrication qui est basée sur la technologie des plateformes numériques et certains pourraient me dire quel est le concept de cette plateforme, comment un fabricant est capable de faire toute une gamme de produits avec cette technologie ou pas, ou est-ce que tout simplement j'interviens, hein. Alors, les plateformes numériques. Alors, les plateformes numériques, en fait, le but de cette conception est de créer une puce unique, hein, dans lequel, par programmation, on va générer ce qu'on appelle les gammes, c'est-à-dire l'appareil 100% santé, et puis après le standard, l'avancé et le haut de gamme. Donc en fait, d'une seule puce, on va par programmation introduire des algorithmes de traitement qui vont tout simplement lui donner son niveau de gamme. Donc en fait, on ne crée pas une puce pour l'entrée de gamme, une puce pour les milieux de gamme, etc. D'abord, ça serait trop coûteux et en plus, ça prendrait beaucoup trop de temps en production. Donc on conçoit une plateforme numérique, tout simplement, et de cette plateforme, on va la faire évoluer par programmation des algorithmes de traitement. Parce qu'encore une fois, la correction auditive, ce sont pas que les puces, mais on est d'accord, ce sont les algorithmes qui vont permettre de corriger, bien sûr, les déficiences auditives. Donc, l'avantage de cette technologie, c'est qu'on va très vite. On fabrique une plateforme, donc il faut à peu près 2 à 3 ans pour mettre au point une plateforme. Et après, pendant 2 à 3 ans, cette plateforme va vivre. Et au bout de 2-3 ans, une autre plateforme va arriver. Un exemple, si on prend Sonova, les plateformes, si on revient aux premières, je dirais, plateformes numériques à connectivité directe, un exemple, nous, on a eu Marvell, puis on a eu Paradise, puis on a eu Lumity, et maintenant on a Infinio. Voilà ce que sont les plateformes numériques. Et dans ces plateformes, bien évidemment, on va avoir le 100% santé, on aura bien sûr l'entrée de gamme, après on aura le milieu de gamme et le haut de gamme. Donc en fait, avec une plateforme, on va concevoir toute une gamme de produits. Cette plateforme sert aussi bien pour les RIC, pour les intras et pour les BTE. Donc, vous voyez le gain de productivité, hein, avec un produit, on l'adapte pour tous les champs d'application possibles. Et donc, ça nous permet de pouvoir rapidement proposer en continu des évolutions. Alors, vous avez, lorsqu'une plateforme sort, ben, il faut savoir qu'il y a toujours de la réserve de puissance qui va être libérée dans les 2 à 3 ans qui vont suivre pour pouvoir faire évoluer et passer de la plateforme génération 1 à la génération 2, comme là, Infinio, un exemple, si je prends la dernière plateforme de chez Sonova, pour vous donner un exemple, on a eu Infinio 1 et Infinio 2, on l'a appelé Ultra. Mais c'était la même plateforme, mais qui après a été upgradée pour pouvoir faire une évolution. Et puis, bien sûr, la prochaine fois, ça sera peut-être une nouvelle plateforme qui arrivera sur le marché. Donc, l'avantage, encore une fois, de cette technologie, c'est de pouvoir vous proposer en continu des évolutions, de pouvoir avoir une qualité unique. Et oui, vu qu'on crée une plateforme et pas 1000 plateformes, une qualité unique, et que ne pas confondre qualité et fonctionnalité. Si la qualité est unique pour un 100% santé et un haut de gamme, les options et fonctionnalités feront la différence. On est d'accord. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. La qualité de conception de la puce est unique, mais par contre les options et fonctionnalités dépendent bien sûr du niveau de gamme. Tout à fait logique. Plus vous aurez un haut de gamme, plus vous aurez de fonctions et de, comme ça s'appelle, d'options, hein, supplémentaires. Voilà la technologie des plateformes. Y a-t-il des questions? Non? C'est bon? Parce que là, après, on va aller plus loin. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, donc maintenant, les plateformes, on est d'accord, il va y avoir aussi des options qu'on rajoute
au traitement du signal. Ce sont des options de communication, bien évidemment, qui permettront à la plateforme de se connecter à différents environnements. Alors, vous allez avoir des fonctions wireless ou non wireless, basées alors sur différents modes de communication. Le Bluetooth, bien sûr, général est le plus utilisé, mais on maintient aussi d'autres connectivités comme la bobine T, on maintient d'autres connectivités comme chez certains fabricants l'induction numérique codée, ou encore une fois tout ce qui va être des protocoles propriétaires comme Roger, Airstream, etc., qui sont des brevets de certaines marques et qui permettent encore une fois de compléter tout ce qui est connectivité. On va voir tout à l'heure dans la structure que la connectivité est quelque chose de très riche, très complexe. Voilà. Disponible sur le marché. Alors, Auracast est un standard qui a été validé par Bluetooth Sigle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une plateforme ouverte. C'est pas comme Roger, un exemple, qui est une plateforme Sonova et que les autres ne peuvent pas avoir. Auracast, lui, sera une plateforme ouverte. Ça veut dire que tous les fabricants déjà pourront adhérer à Auracast et ça va bien sûr apporter bien sûr de multiples améliorations qu'on va voir dans le chapitre suivant. Pourquoi, à l'heure actuelle, certains fabricants n'ouvrent pas leur plateforme, même si leurs plateformes sont déjà, entre guillemets, compatibles Auracast, pour beaucoup de raisons. La première, c'est que sur le marché, on est très loin d'avoir une généralité du protocole Auracast de partout, que ce soit en téléphonie. Honnêtement, s'il y a déjà 50 téléphones compatibles Auracast, c'est déjà merveilleux. En informatique, tablette, en casque Bluetooth, en transmetteur. En fait, le marché est loin d'avoir encore intégré Auracast. Donc, pour l'instant, quel est l'intérêt à un fabricant de mettre Auracast et d'enlever éventuellement un système qui fonctionne comme le Bluetooth, en sachant que derrière, il y a des gens qui ont des téléphones assez anciens qui n'auront pas Auracast et qui ne pourront peut-être plus se connecter. Donc, pour l'instant, tant que l'Auracast n'a pas pris plus d'ampleur, je pense que les fabricants n'ouvriront pas leur plateforme, même si elles sont déjà prêtes à Auracast. Quasiment tous les fabricants ont un produit compatible déjà, mais maintenant, c'est au choix de chacun. Je sais que certains ont commencé à ouvrir la plateforme. Je dirais que c'était un peu normal pour ces personnes ou ces fabricants-là, étant donné qu'ils n'étaient pas Bluetooth universel comme Sonova, et donc ça leur donne un petit plus. Sonova, un exemple avec ces trois marques, n'a aucun intérêt pour l'instant à l'ouvrir tout de suite, dans le sens où on est déjà compatible Bluetooth universel, aussi bien Android, PC et Apple. Mais encore une fois, c'est tout simplement que le marché, pour l'instant, n'est pas encore assez grand sur les produits compatibles pour que tous les fabricants, d'un coup, puissent y passer en sachant que leur plateforme est déjà compatible. Je peux vous le dire. Je me suis déjà renseigné plus ou moins chez tout le monde. On est déjà prêt. Simplement, on va attendre pour pouvoir, après, au moment voulu par certains, ouvrir et dire, ben voilà, maintenant, on peut utiliser Auracast. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand j'ai regardé simplement la téléphonie, on est sur une 50, allez, peut-être 100 modèles maintenant. Mais en sachant qu'il y a plus de presque 8 à 10 000 appareils téléphones en circulation, marques différentes. Donc vous voyez que c'est vraiment infime. Et donc pour l'instant, ça serait un risque de couper un système qui marche pour passer sur un système qui, bien sûr, est prometteur, mais qui, encore une fois, n'est pas développé. Voilà, mais on va en reparler d'Auracast dans les diapos suivantes. Donc, comme je disais, donc les plateformes numériques à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont déjà la connectivité directe. Elles, bien sûr, peuvent répondre à pratiquement tous les types de surdité. Et on vient d'introduire dernièrement, chez tous les fabricants, encore une nouvelle option qui sera la gestion via l'intelligence artificielle. Donc, à l'heure actuelle, nos plateformes numériques sont compatibles IA,
avec des fonctions IA avancées, je parle, parce que l'IA, on l'avait chez certains fabricants déjà mis en place depuis très longtemps, mais là, on travaille sur des nouvelles fonctions hyper avancées de l'IA, de la connectivité directe, donc pas besoin de passer par des accessoires, on se connecte sans problème. Voilà pour l'instant où en sont les dernières générations d'aides auditives du marché. Y a-t-il des questions sur l'évolution? J'ai passé bien sûr les aides auditives du passé. À titre d'info, vous l'aviez dans le cours, donc il n'y a pas de souci. Non, on n'a pas les diapos là. Là, je fais des questions-réponses sur. Je ne passe pas les diapos. Sinon, il y a, je dirais, 400 diapos à passer. Et, non, là, je suis en questions-réponses. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est tout à fait normal. Si un exemple sur une de mes réponses, il y a encore tout simplement une zone obscure, n'hésitez pas. Là, la première partie évolution, c'est vraiment l'entracte. On va mettre les bases. Après, dans la structure, ça va être un peu plus intéressant parce qu'on va aller un peu plus loin. Et puis surtout, je vous citerai à chaque fois, attention, oui, voilà, oui, ce que vous allez travailler au partiel, c'est ce qu'on va voir et je vous le citerai en disant attention, ça tombe chaque année à l'examen, attention, voilà. Je vous citerai à chaque fois ce qu'il en est. Sur la partie 1, évolution, la seule question de cours qu'on pourrait avoir, c'est quelle est la technologie à l'heure actuelle utilisée et donc la technologie des plateformes numériques est tout simplement la réponse. Voilà pour la partie 1 qu'on passe rapidement. Les autres parties sont beaucoup plus riches et beaucoup plus importantes. Voilà, et comme je vous l'ai dit, bien sûr, je vous citerai à chaque fois ce qu'il faudra réviser. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. On fait une sorte de mini préparation au partiel. Pas de questions particulières? Eh ben, on va passer sur le chapitre 2 qui, tout simplement, va parler de la structure. Donc, structure des aides auditives en passant par, bien sûr, les capteurs d'entrée, transducteurs de sortie, les éléments communicants. Vu qu'on a vu maintenant la plateforme, le cœur même de l'aide auditive, on va passer par comment capter, comment restituer, quels sont les avantages des transducteurs, différentes technologies. Avantages, pareil, des transducteurs de sortie, la communication, comment elle se passe, pourquoi elle existe et sous quelle forme. Donc là, pareil, on va balayer la structure même de l'aide auditive avant d'attaquer le chapitre alimentation et chaîne de mesure. Donc, s'il n'y a pas de questions sur l'évolution, de toute manière, c'était assez rapide, on va passer tout simplement maintenant sur la partie structure des aides auditives. Donc, comme vous le savez, vos aides auditives sont structurées de différents éléments, de 3 grands éléments marquants. 1, la captation, le transducteur d'entrée. 2, le cœur, l'hybride, la puce hybride basée sur la technologie des plateformes. Et, entre parenthèses, 3, la restitution, tout ce qui est écouteur, transducteur de sortie. Après, bien sûr, on aura les éléments de communication, les antennes de communication, bien sûr. Donc, pour la partie 1, qui va être là, tout simplement, captation du son. On est sur, bien sûr, des transducteurs d'entrée qu'on nomme microphones. Ces transducteurs sont basés sur deux grandes familles de microphones utilisés à l'heure actuelle par tous les fabricants. Quelqu'un pourrait me citer, parce que bien sûr, on peut vous poser à l'examen, quelles sont les 2 familles des microphones utilisés par le marché. Donc, on a 2 grandes familles de microphones qui sont utilisés. Est-ce que vous avez la réponse? Je vous laisse réfléchir. Oui. Il n'y a que 2 grandes familles, bien évidemment, d'écouteurs qui restent d'actualité, bien sûr. Alors, oui, première famille, très très bien, les microphones Electret, ok. Et la deuxième grande famille qui reste, c'est, je vous laisse. Alors, micro Electret, c'est un micro à condensateur type Electret. Ouais, non, non.
écouteur électromagnétique. Écouteur, là on parle de micro. Donc micro électret ou micro à condensateur type électret. Et les autres, ce sont des micros. Oui, très bien, Josué. Les MEMS, micro totalement numériques. Donc on va tout simplement maintenant, donc déjà la réponse c'était, si c'est question d'examen, quelles sont les deux grandes familles? La famille des microphones électrets ou microphones à condensateur type électret, c'est très bien aussi, et microphones MEMS, ça c'est la réponse. Au niveau donc de ces deux produits, avantages et inconvénients, parce que c'est important, pourquoi elles existent encore, dont une qui était très ancienne, le micro électret, ce n'est pas un micro de maintenant. Honnêtement, il a plus de 20 ans d'âge minimum, voire 30 ans. Alors, le microphone électret est un micro qui a fait ses preuves, qui a un très très bon rapport qualité-prix. Donc ça, c'est important. N'oubliez pas que concevoir une aide auditive va générer un prix d'achat. Si le prix est exorbitant, vous n'allez pas en vendre beaucoup. On est d'accord. Donc, le coût pour les mêmes, c'est supérieur. Et ce sera une des différences, bien sûr. Donc, très bon rapport qualité-prix pour les microphones électrets. Bien sûr, très fiables. Ce sont des micros relativement costauds. Et attention, par contre, point faible du micro électret, sensible à l'environnement, c'est-à-dire température et humidité peut jouer et donc nécessitera un entretien plus soutenu. Donc avantage, le coût, fiable. Au niveau, je dirais, conception. Par contre, peut être sensible à tout ce qui est facteurs environnementaux, dont l'humidité en particulier, et éventuellement les problèmes de température, faire attention. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Donc ça, c'est le micro, entre guillemets, le plus classique. À l'heure actuelle, généralement, on le met sur tout type d'appareil qui ne nécessite pas une intégration optimale, c'est-à-dire les appareils de petite taille, on choisira plutôt le MEMS. Donc, avantage du MEMS, ça sera la taille par rapport à l'électret. On peut les faire beaucoup plus petits, donc on peut l'intégrer dans les appareils type intra-CIC, IIC ou mini-RIC, éventuellement. Le micro électret, lui, posera plus de problèmes vu qu'il est quand même un peu plus gros. Autre avantage du MEMS, il est totalement numérique. Ça veut dire qu'en fait, au niveau de la puce électronique de l'hybride, on n'est pas obligé de rajouter des circuits qu'on appelle des convertisseurs analogiques numériques que malheureusement, on est obligé d'introduire avec l'électret. L'électret, ce qui sort du micro électret, je suis désolé de vous dire, ce n'est pas du numérique, c'est de l'analogique. Et donc, comme nos puces sont numériques, on est obligé de passer par un convertisseur analogique numérique, bien évidemment. Pour le MEMS, on n'a pas besoin de ça, étant donné qu'il, lui, donne déjà un signal numérique en sortie du microphone. Donc, MEMS totalement numérique, plus petit, peut être intégré dans les appareils de petite taille, en particulier tout ce qui sera intra-auriculaire ou petit RIC. Autre avantage du MEMS, beaucoup moins sensible aux facteurs environnementaux. Vu que la membrane électret, elle, est le point faible du micro électret, sur le MEMS, on n'est pas du tout sur une membrane type électret, et donc on est plutôt sur une membrane dure, statique, et du moins, entre guillemets, dure, pas statique, parce que bien sûr, elle agit aux vibrations. Voilà. Donc, le MEMS peut être intégré sur des petits appareils, moins sensibles aux facteurs environnementaux. Comme je vous l'ai dit, pas besoin de convertisseur sur la puce. On est en numérique pur. Inconvénient, bien sûr, le coût. Le coût de fabrication des MEMS est supérieur. Donc, voilà, quand un fabricant doit choisir à mettre telle ou telle famille de microphones, il verra aussi et pesera l'impact du coût. S'il peut mettre les deux, ne vous inquiétez pas, il prendra sûrement celui qui est le moins cher, ce qui est normal. Voilà pour les capteurs d'entrée. Donc, microphone à condensateur type électret, microphone MEMS.
avec, comme je vous l'ai dit, un, entre guillemets, fiable, mais sensible aux facteurs environnementaux, coût de revient ou de rapport qualité-prix très intéressant pour l'électret. Sur le MEMS, moins sensible aux facteurs environnementaux, beaucoup plus petit, peut être intégré sur les petits appareils et totalement numérique. Inconvénient, rapport qualité-prix un peu plus élevé, bien évidemment. Ça, c'est pour les microphones. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au transducteur. Sinon, donc je vous laisse quelques secondes le temps de voir si vous avez une question à rajouter. Sinon, on va passer à la restitution et au transducteur de sortie. Ouais, non, pas de questions particulières. Donc, on va partir sur les transducteurs de sortie. Donc, si on a deux grandes familles de microphones, eh ben, on a aussi deux grandes familles d'écouteurs électromagnétiques. Ces écouteurs, entre guillemets, il y en a eu bien sûr beaucoup, plus par le passé, mais on est arrivé à réduire à deux grandes familles d'écouteurs. Ces écouteurs, on les différencie par ce qu'on appelle la classe et classe. Donc, pouvez-vous me citer les deux classes d'écouteurs qui restent en activité à l'heure actuelle? Si vous le savez. Alors, classe A, oui, pas de chance. C'est pas classe B, mais vous en étiez pas loin. Donc, classe A, oui. Et la deuxième, bien, c'est bien Sarah. Classe A et classe D, tout à fait. Ce sont les deux dernières classes qui restent pour des raisons tout simplement de qualité, performance. Donc, les classes A, première famille d'écouteurs. Alors, quels sont les avantages? D'abord, elle est très ancienne. Hein, c'est même la plus ancienne par rapport aux classes D. Quels sont les avantages du classe A? C'est surtout un écouteur, bien sûr, qui permet de générer la puissance. Si on a besoin de puissance, on mettra des écouteurs classe A. Je parle dans la puissance supérieure à P, c'est-à-dire la superpuissance ou l'ultra-puissance qu'on a sur certains contours pour des surdités profondes. Donc là, la réponse, c'est l'écouteur classe A qui est le plus adapté, qui peut donner des rendements très importants. Donc le classe A est tout à fait adapté à des appareils demandant beaucoup de puissance. Deuxièmement, bien sûr, très fiable au niveau solidité. Hein. C'est un écouteur voilà, à l'ancienne. Hein. Rapport qualité-prix, bien sûr, intéressant, encore une fois. Ça, ce sont les avantages de l'écouteur classe A. Inconvénient de l'écouteur classe A, sa taille, malheureusement. Il est loin d'être petit par sa technologie. Donc, ça veut dire qu'on ne l'intégrera pas sur n'importe quel type d'appareil auditif, surtout quand on a besoin d'appareils de très petite taille avec plus ou moins de puissance, il ne pourra pas passer. Hein, donc ça. Deuxième chose, sa consommation est supérieure aux classes D. Donc ça aussi, c'est important, la consommation que va donner et restituer un écouteur sur l'autonomie de l'appareil. Donc, point faible, on est d'accord. L'autonomie, donc la consommation un peu plus élevée. Deuxième point faible, la taille. On ne peut pas l'intégrer dans les appareils de très petite taille. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur l'écouteur classe A. Et il est quand même très fiable. Hein. C'est un des écouteurs les plus anciens, mais qui est toujours encore d'actualité dès qu'on a besoin de puissance sur certains BTE ou tout simplement de gérer un rapport qualité-prix au niveau de la conception. Voilà, ça c'est pour l'écouteur classe A. L'écouteur classe D, eh ben, lui, a suivi l'évolution du marché. L'évolution du marché, c'était quoi? C'était la demande d'appareils discrets, d'appareils de plus en plus petits, mais avec lesquels on avait aussi associé une demande de puissance. Donc les écouteurs classe D, souvent, ce sont des écouteurs qui peuvent générer une puissance de S à P, standard, médium et puissant. Donc ce qui est déjà pas mal, hein. Ça veut dire qu'on couvre la surdité légère, moyenne et début
je dis bien début sévère. Ces écouteurs classe D donc, peuvent être intégrés bien sûr sur des appareils type intra sans problème, voire RIC, hein, dans lequel on a des tailles relativement, je dirais, gérées quand même par le conduit. Et n'oubliez pas que le RIC, c'est quand même le conduit auditif. Si le conduit ne permet pas de mettre un gros écouteur, on ne peut pas, hein. Donc voilà. Pour les intras, ben, oui, l'intégration dans les micro-embouts ou les intras, il faut des écouteurs de petite taille aussi. Donc, l'écouteur classe D de petite taille, consommation plus faible que l'écouteur classe A, donc ça c'est aussi intéressant pour avoir des appareils avec une autonomie importante. Inconvénient bien sûr de l'écouteur classe D, je dirais usure prématurée de 20% à peu près, 20 à 30%. Je vous expliquerai pourquoi. Le coût, bien évidemment, un coût de conception plus élevé. N'oubliez pas que l'écouteur classe D est un écouteur avec un mini ampli intégré, hein, un ampli classe D intégré dans l'écouteur, donc le coût de fabrication est beaucoup plus élevé. Voilà. Donc comme je le disais, donc la consommation de l'écouteur classe D étant réduite par sa conception, derrière on a comme inconvénient majeur, je dirais inconvénient majeur, c'est la durée de vie, si l'on veut, ou l'usure prématurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet écouteur, on a pris, en gros, pour le concevoir, un tout petit écouteur parce qu'il fallait qu'il soit petit. Mais derrière, on avait besoin de puissance. Et à l'origine, l'écouteur tout seul ne pouvait pas donner la puissance demandée. Donc, on lui a ajouté un petit circuit amplificateur à l'intérieur pour le booster. On a fait une sorte de turbo, hein, on booste l'écouteur. Mais booster quelque chose, vous savez bien que pousser à l'extrême n'importe quel composant, l'usure va être prématurée et va bien sûr limiter la durée de vie. En moyenne, on dira qu'un écouteur classe D utilisé au-delà des 50%, donc ça veut dire qu'on a besoin de puissance, aura 20 à 30% d'usure en plus qu'un écouteur classe A. Mais à l'inverse, on aura quand même un écouteur qui générera de la puissance sur des tout petits appareils. Donc, je dirais, ça contrebalance l'inconvénient. Donc, une usure prématurée de 20 à 30%, suivant les marques. Donc le coût plus élevé. Avantage petit, peut être intégré, entre guillemets, dans des appareils de taille extrêmement petite. Et consommation, bien sûr, réduite. Donc ça, c'est bien. N'oubliez pas, un appareil de petite taille dit petite alimentation s'il est à pile, hein, et s'il a à batterie, ben, une autonomie de la batterie plus grande. Voilà pour les avantages et les inconvénients du classe A et du classe D. Donc encore une fois, en question de cours, on peut vous demander déjà quelles sont les deux grandes familles. Voilà. Et citez-moi un avantage ou un inconvénient de l'un ou de l'autre. Pourquoi pas. Voilà. C'est pas trop compliqué. Et là, on a balayé les deux questions de cours dites classiques. On ne va pas aller plus loin. Notre but, c'est pas de vous piéger, hein. On est là surtout pour voir si vous avez la connaissance de ce qui compose vos aides auditives, tout simplement. Parce que quand vous serez audioprothésiste et vous allez travailler sur le littoral et qu'il y aura des facteurs environnementaux, etc., vous saurez peut-être où vous orienter ou demander à tel fabricant, avez-vous un appareil, bon, bien sûr, étanche souvent, mais voilà, y a-t-il des composants qui sont plus ou moins sensibles? Est-ce que la personne va subir la chaleur et transpirer, donc apport d'humidité. Donc tout ça va avoir un impact sur les composants. Et donc si vous choisissez au mieux, en connaissance de cause, le bon type d'appareil étanche avec des composants moins fragiles, ben vous aurez moins de soucis dans la longévité. Voilà. Le but, c'est pas de vous transformer en ingénieur électronicien, le but, c'est de vous dire que chaque appareil a des points faibles. Quand vous les connaissez, comme on dit, ben, tout simplement, vous savez comment gérer au mieux votre adaptation. Voilà. Y a-t-il des questions sur les écouteurs et les microphones? Après, on va passer sur la partie connectivité et les éléments qui, bien sûr, permettent la connectivité. Donc, je vous laisse réfléchir s'il y a des questions et on va attaquer tout simplement la troisième partie. Hop, ah, quelqu'un vient de rentrer. Donc, classe A, classe D,
pas de B, pas de C. Exact. Classe A, classe D uniquement. Tout à fait. D'autres questions? Oui, non. Ben, sinon, on va passer à la partie connectivité qui est très très riche, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hop. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas, on va passer sur la partie donc connectivité. Donc, sur la partie connectivité, bien sûr, ce sont des options. Hein. N'oubliez pas que tous les appareils n'ont pas l'option connectivité. On dit que c'est des appareils wireless ou non wireless. Donc, ça aussi, c'est important lors du choix de faire attention que l'appareil que vous choisirez est bien sûr communicant, sinon ça sera dommage. Alors, au niveau de la communication, on va commencer par la plus ancienne, encore d'actualité, malheureusement, tout simplement parce qu'elle est régie par une loi qu'on appelle la loi de 2005, la loi ERP, Aménagement des lieux publics recevant les personnes handicapées. Et donc, en 2005, quelle option a été choisie pour communiquer au niveau auditif tout simplement nos interlocuteurs à travers des vitres, etc. Ça a été ce qu'on appelle l'option T, entre guillemets, hein, que vous connaissez tous. Cette option T, hein, c'est de la transmission, entre guillemets, analogique inductive. Hein, je dis bien analogique inductive. Vous verrez qu'il y a aussi de l'induction numérique codée, mais c'est autre chose. Cette option T, donc, on la retrouve bien sûr dans les lieux publics, style mairie, commissariat, poste, les impôts, etc., un lieu d'État, pour pouvoir communiquer. Souvent, ils sont séparés du public par des parois en verre. Hein, donc, c'est assez déjà délicat à pouvoir communiquer avec eux. Alors, si en plus on est malentendant, je ne voyais pas. Donc là, il suffit de basculer sur le programme T. Et si, bien sûr, le lieu est équipé, bien sûr, ça permet de recevoir la voix de la personne qui nous parle. Donc ça, c'est l'option T. On la retrouve, bien sûr, dans des salles, normalement, dans toutes les salles, mais bon, c'est pas tout, mais ça aurait dû. Salle de cinéma, on la retrouve dans des salles des fêtes. Généralement, c'est marqué, comme vous le savez tous, à l'entrée via un panneau bleu et une oreille barrée avec un petit T. Voilà. Donc, c'est tout simplement, encore une fois, le premier élément. C'est la bobine T, tout à fait. Alors la bobine T, c'est l'élément qui se trouve dans l'aide auditive et les boucles magnétiques ou les bornes magnétiques, c'est ce qui se trouve dans les pièces. Hein. Sur un comptoir, on met une borne magnétique. Dans une salle des fêtes ou dans une salle de nuit, on met une boucle magnétique. Il suffit tout simplement de rentrer à l'intérieur, de passer sur la dite position T et vous recevez directement le son dans les aides auditives. Donc la bobine T, on est d'accord, c'est l'élément qui se trouve dans l'aide auditive. Et la boucle magnétique ou la borne magnétique, c'est dans les lieux publics. Ça a été le premier moyen de recevoir une information sans se brancher avec un fil. Donc c'était du sans fil. Mais malheureusement, c'est unidirectionnel. Ça va que dans un sens. Ça va de la personne qui nous parle vers le malentendant. Par contre, le malentendant ne peut pas émettre en T. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est la première moyen de communication unidirectionnelle que l'on a inventé, hein, l'option T avec la boucle magnétique ou la bande magnétique. À titre d'info, la loi, vu que c'est une option régie par la loi n'impose pas aux fabricants d'avoir tous leurs appareils avec l'option T. On est d'accord. Il suffit qu'un fabricant ait dans sa gamme d'appareils un appareil avec l'option T. Ça veut dire que vous pouvez avoir 10 appareils et un seul avec l'option T. Ça suffit à pouvoir respecter la loi. Donc ça veut dire encore une fois que quand je fais un achat d'une aide auditive et que le client voudrait tout simplement aller dans son cinéma de quartier équipé de l'option T, eh bien, il vaudrait mieux que l'appareil l'ait. Alors généralement, sur certains appareils, dans l'intitulé, vous retrouvez l'option. Par contre, sur beaucoup d'appareils, il faut aller voir dans les caractéristiques. Pour l'intitulé, vous avez un exemple pour les appareils à pile, l'option 312, voire 312T, indiquant qu'il y a la bobine T. Pour un appareil rechargeable, R et RT pour celui qui a la bobine T.
Et encore une fois, si dans l'intitulé, il n'y a pas, parce que malheureusement, ça arrive que dans certains intitulés, certains fabricants ne le mettent pas, il faudra que vous ayez la possibilité d'aller dans les caractéristiques de l'aide auditive pour être sûr qu'elle soit équipée. Mais on est d'accord, il n'y a aucune obligation que tous les appareils aient cette option. Ça, c'est par contre très important. Et je peux vous dire, c'est arrivé combien de fois que le client avait vendu, du moins un audio avait vendu un appareil et qu'à un moment, il dit, je ne comprends pas, j'arrive pas à activer l'option T, mais monsieur, il n'y en a pas sur votre appareil, vous n'avez pas pris le bon. Ah ouais, sauf qu'il l'avait déjà vendu. Donc attention, même si c'est un peu obsolète cette option T, il y en a certains qui la demandent. Voilà. Donc ça, c'est le premier moyen de communication. Très ancien, bien sûr, hein, quand même, hein, ça a plus de 20 ans, mais encore d'actualité tant que la loi n'aura pas encore changé. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer à la suite, qui va être le mode de transmission toujours inductif, hein, via l'induction, mais cette fois numérique. L'induction numérique, hein, qu'on appelle INC ou NFMI, Near Field Magnetic Induction. Hein, suivant le fabricant, vous avez soit l'intitulé français, soit l'intitulé anglais. Donc INC pour induction numérique codée, NFMI, Near Field Magnetic Induction, pour l'interprétation anglophone. Encore une fois, bien sûr, on peut vous demander la définition. Hein, que veut dire INC, que veut dire NFMI? Ça arrive que ça soit une question de cours. Donc, il vaudrait mieux le savoir. L'induction magnétique codée, c'est le premier moyen de communication sans fil bidirectionnel. Rendez compte? Bidirectionnel. Ça veut dire j'entends, mais aussi je peux parler. Voilà. Hein, en induction numérique codée. Donc, c'est bidirectionnel. Ça veut dire qu'en gros, je peux, avec des appareils assez anciens, bien sûr, qui avaient cette option induction numérique codée ou NFMI, pouvoir me connecter à un téléphone. Et je pouvais me connecter à un téléphone et donc pouvoir parler et recevoir l'information. Simplement, les téléphones, l'induction numérique codée, ils ne connaissaient pas. Évidemment, c'est un concept de fabricant d'aide, pas un concept de fabricant de téléphone. Et donc, il fallait passer par ce qu'on appelle un intermédiaire, un relais, ce qu'on appelait les streamers, les colliers qu'on mettait autour du cou. Et donc, en fait, on connectait via le monde extérieur le collier, souvent en Bluetooth, et après, on transformait l'information en induction numérique codée pour envoyer dans nos aides auditives. Ça a été les premières aides auditives à communication sans fil bidirectionnelle. Et donc, grâce à ça, et leur collier qu'on appelait streamer, on a pu bien sûr se connecter au monde qui nous entourait, en particulier les téléphones. Donc là, c'était bien. Les systèmes télé via des petites bases. Hein, on mettait une base sur la télé, la base envoyait en Bluetooth au collier, le collier transformait en induction numérique codée. Et donc, on pouvait écouter la télé en direct, on pouvait téléphoner. Donc ça a été vraiment le premier moyen de communication. Near Field Magnetic Induction. Near, N, Field, Magnetic Induction. Near Field, excusez-moi, Field, F-E-A-R. Near Field Magnetic Induction. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le premier moyen de communication avec un collier. Donc, ça a duré pas mal d'années, hein, un peu plus de 10 ans. Les gens étaient contents, mais voilà, il fallait acheter des accessoires, il fallait acheter un collier supplémentaire, il fallait acheter plein de choses. Et ça faisait aussi un surcoût et ce n'était pas évident. Et puis, certaines personnes, porter un collier quand on fait du sport, etc., c'était peut-être pas très pratique non plus. Donc, certains, oui, ça serait bien que les aides auditives puissent recevoir l'info en direct. OK. Et bien sûr, on a travaillé dessus. Et bien évidemment, on a inventé les aides auditives à connectivité directe. Ça veut dire qu'on va pouvoir se passer du collier autour du cou. Ces aides auditives à connectivité directe, bien sûr, il fallait qu'elles soient compatibles avec l'environnement le plus généralisé qui était le Bluetooth. Donc, il a fallu concevoir des aides auditives compatibles Bluetooth. Mais il va falloir savoir qu'on a rencontré beaucoup de difficultés. La première des difficultés, c'était que pour adhérer
à tous les Bluetooth ou tous les profils, les protocoles Bluetooth, c'était pas évident. Donc le premier qui a inventé la connectivité directe compatible Bluetooth a utilisé un protocole qu'on appelait le protocole MFI, Made for iPhone, MFI. C'est le premier protocole qui a permis aux aides auditives, entre parenthèses, à connectivité directe, de se connecter sans passer par un collier. L'inconvénient du MFI, c'était tout simplement qu'il n'y avait que Apple qui avait cette technologie. Donc, les gens qui avaient une aide auditive à connectivité directe ne pouvaient se connecter qu'avec des Apple. Malheureusement, on est loin d'avoir tout le monde à avoir des iPhones. Et donc, il a fallu attendre quelques années, et est arrivé un fabricant qu'on peut nommer Sonova, qui lui a dit moi, je veux un système universel. Je ne veux pas que Apple, je veux tout le monde. Et il a inventé le MFA, Made for All. Attention, le A, c'est pas Android. En question de cours, quand je demande définition du MFI, définition du MFA, il y en a 2 ou 3 qui me sortent Made for Android. Le A, c'est All, veut dire tout. Android, PC et bien sûr Apple. Donc, les premiers à avoir sorti la connectivité directe ont été ceux qui ont utilisé le protocole MFI, et quelques années après est arrivé donc le groupe Sonova en particulier, qui eux ont dit nous on va généraliser, on va essayer d'avoir des aides auditives totalement compatibles avec tout ce qui nous entoure et pas qu'avec Apple. Et ils ont mis en place le MFA, le Made for All. Donc en gros, on est sur du Bluetooth, mais codé différemment. Un avec un code uniquement compatible Apple, et l'autre avec une plateforme totalement ouverte qu'on appelle le Bluetooth universel, et qui nous permet tout simplement de se connecter à tout ce qu'il y a autour de nous en Bluetooth. Une télévision, comme ça s'appelle, une chaîne Wi-Fi, un ordinateur, une tablette, un téléphone, n'importe quelle marque. C'est l'avantage du Bluetooth universel type MFA. Voilà. Donc ça, c'est pour déjà dissocier MFI, MFA. Mais on n'est pas encore rentré dans la difficulté. Parce que j'ai un appareil compatible, on va prendre celui qui fait tout, le MFA, et j'arrive pas à me connecter à mon ordinateur. J'arrive pas à me connecter à ma télé. Pourquoi ? Parce que le Bluetooth, si c'est un moyen de communication, il a ce qu'on appelle des profils. Des profils, ce sont tout simplement des, je dirais, modes de compatibilité en fonction de ce que je veux faire. Est-ce que je veux transférer du son ? Est-ce que je veux transférer du son en mono? Est-ce que je veux transférer du son en stéréo haute résolution, etc. Et pour cela, le Bluetooth est composé de profils. Alors des profils, il y en a plein. Il y a le HFP, le HSP, le A2DP, le ABRCP, etc. Tous ces profils existent. Il y en a certains, c'est pour télécommander, d'autres pour transmettre du son en stéréo, d'autres pour transmettre du son en mono, etc. Il faut savoir que s'il existe beaucoup de profils, malheureusement, nos aides auditives ne sont pas compatibles avec tous les profils. D'où l'explication, j'ai une aide auditive MFA avec le Bluetooth universel, je veux me connecter à ma télé, ça ne marche pas. Je veux me connecter à mon ordinateur, ça ne marche pas. Et on m'a dit que mon aide auditive pouvait se connecter à tout. Je ne comprends pas. Ce n'est pas le Bluetooth qui pose un problème, c'est le profil utilisé par le fabricant du dit accessoire, télé, etc. À l'heure actuelle, il n'y a que 2 profils, entre guillemets, Bluetooth qui est utilisé dans les aides auditives. Les autres ne seront pas utilisés, donc non utilisables. Rappelez-vous, le profil pour la téléphonie, HFP, en anglais, Hand Free Profile. En gros, en français, kit main libre. C'est le profil qui permet tout simplement, je me connecte et je peux parler et écouter, et ainsi de suite. Donc, c'est le HFP. Donc, il faut un Bluetooth avec un profil HSP. HFP. On est d'accord. Ça, c'est pour le kit main libre, c'est pour la téléphonie. Maintenant, je voudrais regarder un film, écouter de la musique, peu importe, sur mon téléphone, etc. Il faut un profil A2DP. A2DP. Ça, c'est le profil streaming uniquement. Ça veut dire que quand j'écoute, je n'ai pas besoin de parler à mon film. J'écoute. Donc, c'est un profil haute résolution stéréophonique. A2DP.
Ça, ce sont les deux compatibles. Donc, si on vous demande quels sont les profils compatibles avec les aides auditives, hein, je parle bien de profil Bluetooth, hein, on ne demande pas est-ce qu'elle est compatible Bluetooth. Ils sont Bluetooth, mais quels sont les deux profils utilisés? C'est le HFP et l'A2DP. Derrière, malheureusement, vous allez avoir d'autres profils qui sont intéressants pourtant. Le HSP, Handset Profil. Ce profil est appelé aussi profil casque ou enceinte Bluetooth. Alors, il est intéressant, pourquoi? Parce qu'un exemple, vous avez une télévision, vous voulez mettre des enceintes dans toute la maison, vous n'avez pas besoin de fil. Je me connecte en Bluetooth en HSP, Handset Profil. Sauf que ce profil-là, on n'est pas compatible. Donc, ça veut dire que si votre télévision, votre ordinateur est Bluetooth, mais a un profil HSP, c'est super. Il pourra se connecter à un casque ou éventuellement à des enceintes. Mais lorsque vous voudrez connecter vos aides auditives, elles vont être Bluetooth. Elles vont être compatibles Bluetooth. Ça ne marchera pas. Donc, il faut absolument que l'équipement qui communique en Bluetooth ait les deux profils compatibles, le HFP ou la D2P. Le HSP non compatible, le AVRCP non compatible, etc. Voilà. Donc, vous vous rendez compte, il y avait déjà le MFI qui faisait que Apple, le MFA qui fait tout. Mais derrière, il y a les profils qui vont vous limiter. Hein. Certains qui vont vous dire c'est le kit main libre, d'autres qui vont vous dire c'est la transmission haute stéréophonie. Et puis, des profils, malheureusement, qui n'adhéreront pas, comme le HSP, le profil casque ou enceinte Bluetooth, qui, lui, n'est pas reconnu. Et malheureusement, encore une fois, il peut y avoir des équipements qui utilisent plutôt ce profil que les autres. C'est un choix du fabricant de la télé, de l'ordinateur, de choisir quel profil activer ou pas activer, tout simplement. Nous, malheureusement, on n'a que ça. Est-ce que pour les profils, c'est compris? Ce qui vous permet maintenant de comprendre que j'ai une télévision Bluetooth, je me connecte. Alors attention, la connexion, c'est une chose, la transmission, c'en est une autre. Il y en a certains qui vont vous dire je me suis connecté, ma télé a trouvé mes aides auditives. C'est génial. Mais par contre, quand j'envoie le son, il n'y a rien qui passe. Oui, vous avez créé la liaison Bluetooth, ça, c'est pas un problème. Maintenant, si vous n'avez pas le bon profil, vous n'avez aucune transmission. Voilà. Donc attention, ne pas confondre liaison et transmission. La liaison va s'établir, la transmission du son ne se fera pas parce que le profil n'est pas bon. Est-ce que c'est compris ou pas? C'est pas simple, hein. Sachez qu'il y a beaucoup de professionnels de terrain qui encore nous téléphonent en disant je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, pourtant on est Bluetooth. Oui, mais c'est pas parce qu'on est Bluetooth que ça va marcher. Derrière, est-ce que l'équipement a les bons profils? Ah bon, c'est quoi les profils? Voilà, c'est ça. OK? Donc ça, c'est pour le Bluetooth, transmission audio. Avantages et inconvénients du Bluetooth. Avantage du Bluetooth, encore une fois, connexion sans fil, plus besoin d'accessoires. Inconvénient majeur, c'est du 1 pour 1, maître-esclave. Ça veut dire que si je veux me connecter à deux paires d'appareils en Bluetooth, ça ne marche pas. Il faut que je déconnecte l'un pour connecter l'autre. C'est du 1 pour 1. Autre inconvénient, le Bluetooth universel n'a jamais été un Bluetooth économique. Il est très énergivore. Ça veut dire que si je crée une liaison permanente, l'appareil qui peut avoir une autonomie de 20 heures va chuter à peine 10 heures. Il va perdre la moitié de la batterie à cause de la communication continue. Donc le Bluetooth est très énergivore. Voilà. Alors, si on passe un appel, c'est une chose. Maintenant, si je suis en streaming continu toute la journée, un exemple comme un cross, je peux vous dire, vous chutez de 20 et quelques heures à 12 heures. Hein. Ah oui, ça pardonne pas. Hein. Une liaison continue Bluetooth, c'est catastrophique. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'on a trouvé des solutions. Voilà. Donc, avantage, entre guillemets, du Bluetooth, le côté connectivité sans accessoires via le monde extérieur, sans collier, sans streamer. Inconvénient, énergivore et 1 pour 1. Ça aussi, ça peut être des questions d'avantages et inconvénients du Bluetooth. Question, parce qu'on va passer bien sûr à la suite. Pas de questions? Alors, la suite, ça va être le Bluetooth
qui permet de transmettre le son. On a besoin aussi du Bluetooth pour transférer d'autres choses que du son, en particulier des données. Un exemple, une application que j'installerai sur mon téléphone et qui va me permettre de transformer mon téléphone en télécommande. Elle va me permettre d'envoyer des ordres, change de programme, augmente le volume, etc. Si en plus du transfert audio, j'avais rajouté un Bluetooth universel pour piloter, là, c'est plus 10 heures, c'est 3 à 5 heures max d'autonomie. Donc, on s'est dit, pour transférer des données, on a besoin d'un Bluetooth économique qui ne consomme pas beaucoup. Alors, ils ont cherché et ils se sont aperçus qu'il existait des Bluetooth qu'on appelle le BLE, Bluetooth Low Energy. Donc, le Bluetooth Low Energy a été exclusivement réservé au transfert de données uniquement et qui permet à l'heure actuelle aux personnes qui ont des téléphones de pouvoir installer une application quand celle-ci, bien sûr, et que le téléphone est compatible, et de pouvoir piloter l'aide auditive sur tout ce qui peut être réglage de volume, changement de programme, etc. Donc ça veut dire qu'on a un premier Bluetooth universel qui permet de transférer du son. Maintenant, on a la possibilité d'utiliser des applications via une tablette, via un téléphone, pour pouvoir piloter notre aide auditive. Mais cette fois, avec un Bluetooth économique, qu'on appelle le Bluetooth Low Energy. Donc, vous voyez qu'on rentre dans de la structure. Le Bluetooth permet de faire beaucoup de choses. Il peut être exclusif, en transmettant que du son, ou des données. Donc, vous voyez que ça commence à faire beaucoup. On a le MFI, le MFA, les profils, on a maintenant un Bluetooth Low Energy, et c'est pas fini, bien évidemment. Donc dans tout ça, on comprend pourquoi sur le terrain, eh bien oui, on se trouve confronté à l'application marche ou marche pas, le son est transféré, n'est pas transféré, etc. Donc il y a beaucoup de questions, beaucoup d'appels téléphoniques au support pour des problèmes de connectivité. Et comme je vous dis, on n'en est qu'au début, on va continuer. Alors derrière, les fabricants, face à tous ces problèmes, ils se sont dit, on va essayer de simplifier tout ça. Alors on a commencé, bien sûr, à mettre en circulation des accessoires qui vont vous faciliter la vie. Tout simplement, se dire que ce n'est pas parce que j'ai une télé non compatible que je ne peux pas me connecter. On n'a pas tous à la maison une télé Bluetooth, et en plus avec les bons profils. Donc les fabricants ont inventé des petits accessoires du style base télé, comme le TV Connector de chez Sonova. Et cette base télé, elle va avoir l'avantage de se brancher sur une sortie jack ou une sortie optique, aussi bien sur une télé, un ordinateur, une tablette, ce que vous voulez, et transférer le son. Mais le but, c'était aussi de dire, si on crée un produit, autant qu'il ait des avantages. Les avantages, ça serait quoi? Une transmission économique et éventuellement la possibilité de transmettre pas en 1 pour 1, mais en 1 pour X. C'est-à-dire, si à la maison, il y a 2 personnes malentendantes, 4 appareils, qu'il n'y ait pas une base, entre guillemets, par personne. Et donc, pour cela, les fabricants ont inventé donc des bases télé, mais avec des protocoles différents du Bluetooth, un peu cousins. Un exemple, chez Sonova, on a inventé un protocole qu'on a appelé le protocole Airstream. Il avait comme avantage, d'être minimum 30% plus économe que le Bluetooth universel, et de 2, faire du 1 pour X. C'est-à-dire, en face de moi, je peux avoir 2 personnes, 4 personnes, 10 personnes, 20 personnes avec des appareils auditifs. Je transmettrai à toutes ces personnes le son avec la même qualité. Donc, va venir en plus de la communication Bluetooth des protocoles propriétaires. Chaque fabricant va pouvoir décider de mettre en circulation des accessoires qui corrigent les inconvénients du Bluetooth et qui, encore une fois, bien sûr, permettent aux gens de se connecter via le monde extérieur. Donc là, on est en train de parler de cousins du Bluetooth. Là, j'ai parlé du Airstream, qui est un des cousins. Il y a Roger, qui est un autre cousin du Bluetooth, basé toujours sur le 2 Go 4, mais qui a des avantages. Malheureusement, oui,
malheureusement, pour le Airstream, il n'y a que le groupe Sonova, donc c'est-à-dire ces quatre grandes marques avec Advanced Bionic, Unitron, Hansaton et Phonak qui utilisent ce protocole uniquement. Mais encore une fois, voilà, chaque fabricant va développer leur propre protocole pour corriger ou ne pas corriger. C'est après à eux de voir. Nous, on a identifié des inconvénients ou des avantages avec le Bluetooth. On a essayé de les contourner. Voilà. Donc ça, c'est le protocole Airstream, basé sur le 2 Go 4 ISM, un peu comme Roger. Avantage économe, 30% minimum de consommation en moins, donc plus d'autonomie. Et surtout, un gros avantage, un accessoire pour autant de personnes que vous voulez. Hein, un Airstream, je le branche sur, je ne sais pas moi, un ordinateur, je peux transmettre à toute une salle équipée d'aide auditive avec ce protocole. Hein, on contourne le 1 pour 1 et on passe en 1 pour X. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Après, on va parler de Roger et on terminera par Auracast qui a quand même, bien sûr, des choses intéressantes. Donc, est-ce que pour un exemple, un des cousins, le Airstream, c'est compris, moins énergivore et encore une fois, 1 pour X, ça c'est important. À titre d'information, en tant que professionnel, on ne vous demande pas d'obliger les gens d'acheter un accessoire. On vous demande de connaître et de leur expliquer ce qui va se passer. Moi, j'ai des clients qui nous disent mon patient aimerait connecter son aide auditive à sa télé dernière génération Bluetooth. Je dis oui, pas de problème. Il faudra faire un essai pour vérifier que le profil est bon, mais pas de problème. Par contre, vous savez quand même les inconvénients. Ah bon, il y a des inconvénients? Bah déjà, vous allez surconsommer. Quand on regarde un film, on ne le regarde pas pendant 1 minute, ou une série télé, on va le regarder pendant 2, 3, 4 heures d'affilée peut-être, surtout pour certaines personnes, déjà. Et la deuxième chose, c'est si la personne, entre guillemets, est toute seule, tant mieux. Maintenant, s'il y a 2 personnes, ben, il faudra choisir. Soit la télé envoie à monsieur, soit la télé envoie à madame. Hein, il peut arriver que dans un couple, il y a 2 malentendants. Donc, attention. Donc, quand moi, on me dit il a une télévision Bluetooth pour se connecter, je leur dis oui, c'est très bien, tant mieux. Maintenant, attention à 2 choses. 1, la surconsommation. 2, le 1 pour 1. Ça peut être un frein. Ah bon, et vous avez une solution? Bah oui, vous pouvez leur vendre un petit TV connector. Et là, vous contournez la surconsommation et vous contournez le 1 pour 1. Voilà. Encore une fois, on n'est pas là pour les obliger à acheter un accessoire, on est là pour leur dire avantages, inconvénients, tout simplement. Est-ce que c'est compris? Pour un exemple, le Airstream. Après, on va passer pour Roger, qui est un peu différent. Pas de questions? Non? Ça va? Alors, Roger. Roger, pareil, est un autre cousin du Bluetooth. Lui est plus orienté professionnel et monde de l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les systèmes Roger, qui sont souvent des micros déportés, vont permettre à la fois de pouvoir traiter le signal, ce qu'on appelle le rapport signal-bruit, sur bruit, le RSB, pour pouvoir, dans des milieux très hostiles, en particulier une salle de classe, un amphithéâtre, une grande salle de réunion, de pouvoir permettre de mieux comprendre dans le bruit. Et pour cela, donc, certains fabricants, dont nous, on a mis en place des microphones déportés à usage soit professionnel ou soit pour l'éducation, qui vont à la fois pouvoir sélectionner automatiquement certaines voix, la traiter et en plus l'envoyer dans l'auditif qui, elle, va encore plus la traiter derrière. Donc, ça veut dire qu'en gros, le but, c'est d'améliorer l'intelligibilité dans le bruit à une certaine distance. Certaines aides auditives sont capables de le faire, mais elles sont limitées souvent à 2 mètres. Au-delà des 2 mètres, le RSB se transforme et se dégrade. Là, on est sur des produits qui vont aller à 10 mètres, 20 mètres et en mode étendu, 50 mètres. Eh oui. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose de complètement différent. Hein. C'est pour cela que les systèmes Roger, on ne veut pas les appeler accessoires, on veut plutôt les appeler compléments d'écoute. Ça veut dire qu'ils viennent à s'associer et compléter le travail de l'aide auditive.
Ils ne viennent pas se suppléer, mais se compléter. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que malheureusement, des malentendants, on les trouve encore en activité dans des milieux ou des situations complexes, les réunions, dans des grandes salles, la formation, etc. Ou éventuellement l'enseignement, malheureusement, des malentendants jeunes, étudiants, scolarisés, oui, vont être dans un milieu très agressif. Et donc, ces microphones vont permettre de contourner tout ça. Donc, l'avantage de ces protocoles cousins au Bluetooth, c'est de, bien sûr, être adapté à des situations particulières, permettre de la transmission longue distance, permettre de contourner le 1 pour 1 et de être en 1 pour X, voire X pour X. Ça veut dire quoi, X pour X? Ça veut dire que l'intervenant peut envoyer à une multitude de malentendants, mais je peux avoir à côté de moi d'autres intervenants avec d'autres émetteurs qui vont aussi émettre, bien sûr, avec un côté, un ça se met en veille et l'autre s'active, etc. Je peux avoir deux formateurs. Je peux avoir dans un débat plusieurs intervenants en face et plusieurs malentendants. Donc, on va encore plus loin. Donc, on peut faire du 1 pour X et on peut faire du X pour X. Donc, vous voyez que ces protocoles cousins sont là pour contourner et apporter de nouvelles solutions à nos patients pour pouvoir gérer toutes sortes de situations. Mais malheureusement, pour cela, on ne peut pas encore le faire avec le Bluetooth traditionnel. Les canaux de diffusion. Non, c'est le système qui le fait pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, il bascule sur 40 canaux à une vitesse de je ne sais pas combien de microsecondes. Et voilà. En fait, le système va chercher en face de lui sur quel canal va se trouver la dite personne qui est dans la salle. S'il y en a une qui est sur le canal 3, vu le temps de balayage des 40 canaux qui se fait en l'ordre de quelques microsecondes, je peux vous dire c'est quasi instantané. Donc, tiens, le patient X, il est sur le canal 3. Tiens, il y a un autre malentendant. Lui, il ne peut pas être sur le 3 vu qu'il est déjà pris. Il est sur le 7. Et puis, tiens, il y en a un autre qui est sur le 22. Et ça, le système va gérer automatiquement. Ce n'est pas à vous de gérer ça, c'est lui qui va voir quels sont les canaux libres. Et il va, bien sûr, diffuser dessus sans problème. Donc, il n'y a pas de gestion à faire. C'est tout le principe de la connectivité automatique qui balaye 700 fois par seconde et qui permet, bien sûr, de se focaliser. Je me permets pour la question, Oui. l'idée c'était plus, par exemple, je travaille dans un EHPAD. Oui. Dans mon EHPAD, mon établissement est au RACAST, mes résidents ils sont appareillés. Je suis professionnel de soins et de santé. J'ai un Roger, je rentre dans la chambre du patient. Est-ce qu'on pourrait différencier l'écoute de la personne, qu'on n'entende pas ce que va raconter le soignant de la chambre d'à côté, et au contraire, si demain on fait un film ou un événement, avoir le seul même canal pour tous les résidents? Alors, à titre d'information, pour pouvoir entendre ou que la personne d'à côté entende, il faut qu'elle soit appairée à votre système émetteur. C'est vous qui avez l'émetteur qui allez parler. Si vous ne l'avez pas appairée, elle ne sera pas. Si vous l'avez appairée, bien évidemment, suivant la distance, il peut basculer sur le programme Roger, tout à fait. Et là, malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de désactiver le 1 pour X et de gérer individuellement le canal. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, si elle n'est pas appairée, il n'y aura pas de souci. Par contre, si elle a été appairée parce que lors de votre présentation dans la salle de réception, vous aviez appairé toutes les personnes, entre guillemets, avec votre émetteur, évidemment, si elle est à proximité, à une distance de connexion, elle risque d'entendre ce que vous allez dire dans la pièce. Je suis d'accord avec vous. Mais attention, on parle de Roger, on ne parle pas d'Auracast. Auracast, on va en parler après, si vous voulez. OK ? Donc, il faut que la personne qui soit dans l'autre pièce ait déjà un Phonak ou un appareil Sonova et que, auparavant, bien sûr, vous l'ayez déjà appairé.
Parce qu'il n'y a que Sonova qui a Roger. Les autres fabricants n'ont pas ce concept. Est-ce que c'est bon? Mais oui, il n'y a pas de gestion du canal, malheureusement. Vous avez raison. Pas d'autres questions? Le protocole. Alors attendez. Oui, oui, il y en a qui a levé la main. Vas-y. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Anthony, tu veux dire quelque chose ou non? C'est une erreur. Non, c'est bon? Hop, Roger. Alors, Roger, entre parenthèses, est un cousin. Il ressemble énormément au Airstream, simplement il est codé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Airstream n'a pas de code, je mets autant de personnes que je veux devant moi, elles vont s'appairer à ma base télé sans problème. Le protocole Roger est un protocole codé, c'est-à-dire qu'en parallèle, si j'allume un Roger à côté d'un TV connecteur, je n'aurai pas de mélange. Même si le principe de communication est tout à fait identique, il n'y aura pas de mélange parce que, en plus, Roger a un code qui va être identifié s'il y a eu appairage. Ça veut dire qu'en gros, l'émetteur Roger va envoyer un code et la partie récepteur, si elle a été appairée, va décoder ce code. Si elle n'a pas été appairée, elle ne peut pas le décoder. Donc, en gros, Airstream et Roger peuvent travailler en même temps dans la même pièce. De toute manière, ça sera soit un qui se met en veille et l'autre qui prend la main, ou vice-versa. Mais les deux ne peuvent pas se chevaucher en même temps. Donc, ce sont des cousins, mais Airstream n'est pas Roger, Roger n'est pas Airstream. Donc, ils sont simplement cousins. Alors, oui, c'est vrai que les données, entre guillemets, dites théoriques, 25 mètres, 50 mètres, ce sont des champs libres. Après, tu as tout à fait raison de dire que si dans une vieille maison épaisse, qu'est-ce qui va se passer? Oui, ça va du moins transférer et passer à travers les murs, mais la distance risque d'être réduite et drastiquement. Un exemple pour Airstream, qui est donné pour 10-15 mètres, on a vu la distance chuter à 3 mètres dans certaines maisons avec certains murs. Pour Roger, ça va un peu plus loin, mais systématiquement, tu as raison, la structure même de la maison, l'épaisseur des murs, va surtout jouer entre guillemets, sur la distance. À l'origine, le système n'a pas été prévu pour parler à une personne qui est derrière un mur. Le système a été prévu pour, quand je communique dans une conférence, ils sont devant moi. Quand je communique, entre parenthèses, dans une classe, les élèves sont devant moi, etc. Oui, il y a possibilité de traverser, mais on n'est plus sur les données dites fabricants, portées jusqu'à 20 mètres, portées jusqu'à 15 mètres ou à 50 mètres. Là, on chute drastiquement. On peut, je vous dis, moi, du Airstream, sur certaines maisons, la personne elle me dit, je ne comprends pas, dans la pièce, à 6-8 mètres, ça passe super bien, je quitte la pièce, branche à ma télé, et hop, ça coupe. Ben oui, c'est un système télé, c'est pas un radio-connecteur, c'est un TV connecteur. Donc la télé, on la regarde. Voilà. Alors c'est vrai que certains aimeraient l'écouter, mais le système n'a pas été prévu pour traverser les murs en fonction de leur épaisseur. Ça a testé je dirais, d'un mur à l'autre, les distances peuvent être complètement différentes. Donc attention, les systèmes toutes les données que vous aurez dans les modes d'emploi sont en champ libre. Et attention, pas à travers les murs, malheureusement. Là, il faut faire un test. D'autres questions? Alors, on va arriver à, bien sûr, ce qui amène les nouveautés, c'est le futur standard Auracast. Alors, Auracast, c'est quoi rapidement? Auracast, c'est du low énergie. Déjà, donc ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire petite consommation, faible consommation. Mais du low énergie audio et plus données. Parce que jusqu'à maintenant, le BLE, ça transmettait que des informations. Là, Auracast va être une plateforme universelle
c'est-à-dire ouverte à tous les fabricants. Ça veut dire qu'on n'est plus comme Roger, propriété de chez Sonova, Airstream, propriété de chez Sonova. Non, là, c'est Auracast ouvert à tous les fabricants. Les fabricants ont qu'à utiliser une puce compatible et ils peuvent équiper leurs additifs. Ça veut dire qu'en gros, tous les fabricants déjà pourront utiliser Auracast. Ça, c'est la première chose. Ça sera du Bluetooth Low Energy. Ça va être peu énergivore. Donc ça, c'est super intéressant. On est d'accord. Autre avantage, ça va permettre des fonctionnalités avancées. Donc, on va transmettre du son audio, on va transmettre du son audio à basse consommation, on va transmettre l'audio en 1 pour X, voire peut-être même en X pour X, mais ça, on attend de voir si ça s'ouvre. Donc, en gros, Auracast est tout simplement ce que Sonova a fait avec Roger et Airstream, mais tout simplement sans restriction de licence. En gros, Auracast sera Roger et Airstream, mais ouvert à tout le monde sur le marché, tous les fabricants. Donc on aura faible consommation, on aura l'avantage du 1 pour X ou du X pour X, et on transmettra plus des données, mais on transmettra du son. Donc ça, c'est l'avenir, c'est ce que vous allez du moins appairer dans le futur. Ça va être des aides auditives qui vont transmettre le son avec une consommation extrêmement limitée, déjà, par rapport au Bluetooth universel, et en plus, contournera 1 pour 1 et pourra, j'envoie à X personnes, un peu ce que fait la bobine T, si vous voulez, où je peux envoyer de plusieurs émetteurs à plusieurs personnes. Donc, en gros, comme je vous l'ai dit, Auracast est un peu, je dirais, ou Roger est un peu l'ancêtre d'Auracast. Simplement, il fallait des licences réservées à Sonova. Eh ben, Auracast n'a plus de licence. Ça veut dire que tous les fabricants pourront, à un moment donné, pouvoir utiliser le X pour X ou le 1 pour X et tout simplement transmettre avec, bien sûr, une consommation hyper réduite. Voilà ce que va vous apporter rapidement le protocole Auracast. Oui? Qui veut... oui? Quelqu'un veut parler? Ou une question? Alors, données audio. Transmettre des données, c'est transmettre des ordres, augmenter, changer de programme. On transmet une impulsion, un ordre. Transmettre du son, c'est transmettre une richesse sonore, qui sera une chanson, qui sera un message, etc. Donc, ne pas confondre transmettre des données qui sont des ordres fait, augmente, diminue, change de programme, voilà, et du son audio qui n'a rien à voir avec des données, qui est une chanson, un message, tout simplement, un son de film, etc. Donc, transfert audio, transfert de données. Jusqu'à maintenant, on utilisait, du moins chez certains fabricants, le MFA ou le MFI pour transférer du son et le BLE, le Bluetooth Low Energy pour les données, dans le futur qui arrive bientôt, avec Auracast, en gros, pour les transferts de son, au lieu d'utiliser le Bluetooth classique très énergivore, à moyen terme, le Bluetooth classique disparaîtra pour avoir un Bluetooth Low Energy audio et toujours, bien sûr, un Bluetooth Low Energy donné. Donc, on aura 2 Bluetooth Low Energy, où à l'heure actuelle, on a un Bluetooth universel très énergivore et un Bluetooth Low Energy que les données. Est-ce que c'est compris ou est-ce que je dois donner plus d'explications? Ok. Voilà, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle de se dire que tous les fabricants maintenant vont avoir accès à des fonctions comme le X pour X, que Roger et Airstream faisaient chez Sonova. Tous les fabricants pourront le faire avec Auracast et surtout transmettre avec une consommation bien réduite. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que nos aides auditives, quand on a des appareils rechargeables et qu'on est hyper connecté et qu'à 21h,
hop, ça sonne et dit il n'y a plus de batterie. Et là, avec Auracast, eh ben, vous irez jusqu'à 23, minuit, 1h du matin. Vu que vous économiserez, vous ne serez plus en transfert audio énergivore, mais en transfert audio low énergie. Donc, en gros, vos aides auditives vont gagner en autonomie, vont gagner en fonctionnalité. Donc, c'est tout bénéfice pour vous. Voilà pour Auracast. Après, bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire dessus, mais pour l'instant, voilà, on reste dans l'essentiel. Eh bien, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer sur l'alimentation. Alors, l'alimentation, il n'y a pas grand-chose à dire en question de cours, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, on ne va pas se gêner à en parler un peu, parce qu'il y a quand même des petites choses à dire. Bon, bah alors, on passe sur le chapitre alimentation. Donc, l'alimentation de nos appareils auditifs maintenant est exclusivement soit à pile Zinger, il n'y a plus que ça, soit rechargeable, et tout le monde s'est maintenant à adhérer à le rechargeable lithium-ion, si vous voulez, où à une époque, il y avait plusieurs concepts, zinc métal hybride, du moins zinc argent, nickel métal hybride, lithium-ion. Allez, on a tout balayé, on a pris la meilleure technologie, celle qui est restée, c'est le lithium-ion. Donc tous les fabricants maintenant, bien évidemment, utilisent les aides auditives rechargeables avec les batteries, tout simplement lithium-ion. Voilà. Donc, sur la pile, qu'est-ce qu'il y a à dire? Des petites choses, petites questions basiques, mais qui vont vous aider en tant que professionnel sur le terrain. La première chose, c'est qu'au niveau des piles, la première question que beaucoup se posent, est-ce qu'elles vont totalement disparaître? Pas pour l'instant. Deux raisons. La première, c'est que les batteries ne peuvent pas être réduites en dessous d'une certaine taille. Donc, la pile 10 ne peut pas être conçue au niveau du rechargeable aussi petite. Donc les piles 10 vont sûrement, pour les appareils ultra discrets, ultra petits, sûrement encore perdurer quelques temps. Les appareils qui demandent beaucoup de puissance, les ultra puissants qui utilisent la 675, c'est pareil. On n'a pas de batterie suffisamment costaud pour pouvoir générer un courant pour les 675. Donc je dirais que les deux extrêmes, à l'heure actuelle, il y a de grandes chances qu'elles ont encore quelques temps devant eux. Par contre, les intermédiaires 312 et 13, malheureusement, celles-ci risquent de diminuer drastiquement. Tout simplement parce que c'est à peu près la taille des batteries lithium-ion. Et encore une fois, bien évidemment, le côté recharger et de ne pas acheter, parce que pour certains, bien sûr, c'est un facteur décisif, va jouer. Je peux avoir des appareils qui peuvent avoir une autonomie correcte, qui peuvent avoir une facilité d'utilisation et qui peuvent convenir à mes conditions d'utilisation. Donc à ce compte-là, bien sûr, je vais bien sûr basculer de la pile 312 ou 13 vers un rechargeable. Donc, est-ce que les piles vont disparaître? Non. Les extrêmes, très peu de chance pour l'instant. Les 312 et 13, possible. Grosse diminution, hein, parce que le rechargeable peut tout simplement, ni au niveau esthétique et conditions d'utilisation, pouvoir répondre à pas mal de cas. Voilà. Autre chose sur la pile Zinger. La pile Zinger, c'est un système de générateur continu. C'est-à-dire que si je l'active, il va fournir du courant jusqu'à, bien sûr, épuisement total. Ce générateur continu, pour l'activer, vous savez, il faut enlever la petite languette. Simplement, cette languette, si vous l'enlevez, il faut attendre que la pile Zinger obtienne un niveau satisfaisant de fonctionnement, hein, au-delà des 90% d'activation. Pour activer cette pile, il y a un certain temps, et ça, c'est une question de cours. Quel est le temps d'oxygénation d'une pile Zinger conseillée par les fabricants d'aides auditives? Il est compris entre deux valeurs. Et ça, c'est important parce que c'est une question de cours. Et c'est important parce que si vous activez bien votre pile, vous allez avoir le total potentiel. Si vous enlevez la languette, vous mettez la pile directement, vous risquez de perdre facilement une demi-journée, voire plus. Quelqu'un pourrait me dire quel est le temps d'oxygénation des piles Zinger conseillées par les grandes marques de piles? C'est en, bien sûr, secondes.
Oui, en minutes, oui, excusez-moi, en secondes, oui. Donc 1 à 2 minutes, très bien, 60 à 120 secondes, c'est le temps conseillé par les fabricants. En dessous de 1 minute, ce n'est pas suffisant. Au-delà de 2 minutes, il n'y a aucun intérêt. Donc ça sera compris entre 1 à 2 minutes, entre 60 et 120 secondes. Très très bien. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est le temps d'oxygénation. Et à partir de là, vous pouvez mettre la pile dans votre aide auditive et elle vous donnera son total potentiel. Voilà. Deuxième chose à savoir, donc temps d'oxygénation, question de cours assez basique. Attention, dans une pile Zinger, vous avez à l'arrière des plaquettes un cryptogramme avec plein de définitions. Très important, dans ces définitions, il y a tous les mises en danger, mais vous avez aussi des indications sur la date de péremption. Attention, la date de péremption est importante. Ces dates de péremption peuvent varier suivant les sources d'approvisionnement. Généralement, chez les fabricants, vous avez facilement entre 2 ans, voire plus de largesse. Attention, sur Internet, vous pouvez avoir des ventes de piles à coût réduit, bien sûr, mais qui auront des dates de péremption très courtes, à peine 1 année. Et ça veut dire que oui, les prix sont super intéressants, j'ai fait du stock, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premières vont peut-être passer dans l'année, mais si je dépasse la date de péremption, l'appareil va commencer à bugger et provoquer des pannes intermittentes. Donc vous, en tant que professionnel, lorsque vous avez un client avec un appareil à pile, la première chose, et quand il vous dit qu'il y a des choses bizarres qui se passent, la première chose, c'est de se dire qui est-ce qui lui vend les piles? Si c'est moi, je sais que mon approvisionnement me laisse un délai de 2 à 3 ans souvent. Si c'est lui, où est-ce qu'il les achète? À ce compte-là, bien évidemment, vous n'allez pas rentrer dans sa vie privée, mais vous allez lui demander qu'il vous présente déjà la plaquette, déjà pour voir si c'est réellement des piles certifiées auditives. Et en plus, en même temps, vous allez voir la date de péremption. Et là, vous allez dire, monsieur, il y a un petit souci là. La date de péremption est passée. Là, vous dites que l'appareil ne fonctionne pas. C'est peut-être tout à fait normal. Donc, attention, toutes les indications à l'arrière sont importantes, en particulier pour vous et le bon fonctionnement de vos aides auditives. Savoir qui fournit les piles. Hein. Il faut savoir que les piles, bien sûr, on peut les acheter chez vous, professionnels, avec une qualité maîtrisée, mais on peut les acheter sur Internet. On les trouve même en grande surface. Vous allez même dans les discounters à Action, vous trouvez des plaquettes, même de la marque Reovac. Et donc, ce n'est pas de la mauvaise marque, on est d'accord. Donc, vous voyez qu'on peut les trouver de partout. Non, la seule chose à faire attention, c'est, encore une fois, à l'arrière, tout ce qui est sécuritaire, tout ce qui est date de péremption, tout ça vous donnera plus ou moins une explication sur la pile. Voilà. Donc ça, c'était important. Donc on est d'accord. On a parlé de l'oxygénation, très important. On a parlé, bien sûr, de l'état de la pile optimale en fonction de la date de péremption, bien évidemment. Voilà, pour la pile Zinger, rien d'autre à dire. Si, pile bouton 312 au lithium-ion. Non, les piles 312 sont en Zinger. Après, je ne dis pas qu'il y a des batteries lithium-ion de la taille de la pile 312, oui, mais les piles 312, non, c'est du Zinger, c'est pas du lithium-ion. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire quelque chose sur les piles, date de péremption. Ah oui, à titre d'information, si un jour vous vous posez la question, pourquoi les piles sont dans des petites alvéoles isolées? Il y a une raison. Toute simple, c'est que les piles, malgré qu'elles ont la languette, vous les mettez tout ensemble dans un porte-monnaie, elles vont se micro-décharger. Ça veut dire que le jour où vous enleverez la languette, votre pile ne sera pas optimale. Et oui, c'est pour cela que les fabricants de piles les ont isolées dans des alvéoles. Et donc, attention, bien préciser à vos patients, parce que des fois ils disent oui, mais la plaquette, elle prend de la place dans mon petit sac, j'ai pas de place. Non, il faut qu'elle reste dans leurs alvéoles. Il ne faut pas qu'elle soit, même avec la languette. On est d'accord. Sinon, il y aura des micro-décharges et la pile sera plus optimale. Pareil, expliquez à vos patients, surtout âgés, que si j'enlève la languette, j'ai beau la recoller, la pile est amorcée, c'est fini. Parce qu'il y en a qui croient encore qu'ils vont économiser en remettant la languette. Donc tout ça, bien sûr, je sais que vous le maîtrisez, à bien expliquer à vos malentendants.
Alors, ok, toutes les billes-boutons des additifs sont Zinger. Alors, à une époque, il y avait 3 technologies, Zinger, mercure et zinc-argent. Maintenant, à l'heure actuelle, la mercure a été interdite, le Zinger existe, les zinc-argent sont toujours en circulation. Généralement, on les retrouve dans les appareils implants, mais elles sont très chères. Donc, on se rabat sur du Zinger. Donc, pour les additifs, c'est du Zinger. Le lithium-ion, à l'heure actuelle, oui, c'est la dernière technologie que tous les fabricants adhèrent. À une époque, il y avait zinc-argent, il y avait nickel-métal hybride, mais on s'est aperçu que ces systèmes de recharge n'étaient pas assez performants, ne convenaient pas du tout à nos malentendants. Donc, on a abandonné le nickel-métal hybride, on a abandonné le zinc-argent et on est resté à la technologie la plus fiable et la plus avancée, qui est le lithium-ion, qu'on va parler maintenant. Alors, sur le lithium-ion, c'est tout simple. On va vous demander, en question de cours, quels sont 3 avantages, je dis bien, citez-nous 3 avantages de cette technologie par rapport à tout ce qui s'est fait par le passé. Je dirais qu'il y en a même un peu plus, mais citez au moins 3 avantages majeurs du lithium-ion. Ce n'est pas pour rien que les fabricants ont pris cette technologie, c'est qu'il y avait des choses importantes. Alors, quels seraient les avantages de la technologie lithium-ion? Voilà, la durée, très bien, 4 ans, longévité, un des avantages. Après, vous avez 2 autres gros avantages. Et, je peux en citer au minimum 4. Voilà, une grande autonomie, pas d'effet mémoire, ok. Donc, une grande autonomie, pouvant aller jusqu'à 24 heures. Attention en fonction des conditions d'utilisation. Si je suis en streaming direct, on ne sera sûrement pas à 24 heures. Charge rapide, très très bien, 3 heures max, en sachant qu'avant, il fallait au minimum charger toute la nuit. Donc ça, c'est important. Donc si on résume, charge rapide, 3 heures, longévité, autonomie pouvant aller jusqu'à 24 heures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit pas d'effet mémoire aussi. Donc, il faut au moins m'en citer 3. Ça tombe chaque fois pour qu'on ait bien compris pourquoi les fabricants étaient passés sur la technologie lithium-ion. OK, donc ça, c'est bien. Pourquoi les fabricants disent longévité 4 ans et que les 3/4 des malentendants changent leur batterie au bout de 2 ans, 3 ans, 1 an? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appellera la décharge profonde. La décharge profonde, c'est à partir d'une certaine valeur qu'on ne devrait jamais atteindre où la batterie lithium-ion va se dégrader. Je dis bien se dégrader. C'est-à-dire, je passe une fois en décharge profonde, hop, elle a pris. 2 fois, 3 fois, vous inquiétez pas, votre appareil ne tiendra jamais votre batterie 4 ans, c'est pas possible. Elle est déjà abîmée. Et si en plus la décharge profonde dure un certain laps de temps, la batterie ne redémarrera plus. Donc, question de cours, quelle est la valeur d'activation de la décharge profonde? À partir de quelle valeur estime-t-on que l'appareil est en décharge profonde? C'est dans votre cours et ça, c'est hyper important. Très, très bien, Sarah. 5%. À partir de 5%, on passe en décharge profonde. Ça veut dire qu'on abîme la batterie. Et encore une fois, plus il y a de fois en décharge profonde, plus votre batterie, vous êtes sûr que les 4 ans, elle ne les aura plus. Elle aura 3 ans, puis 2 ans, puis 1 an. Alors, la décharge profonde, comment arriver à descendre en dessous des 5%, sachant que le fabricant a quand même été intelligent et